Bon, eh bien, je pense que du coup, on va pouvoir démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être connectés pour ce nouveau Café Visio. Donc, nous avons aujourd'hui comme invités Nelly Molin et Vincent Badian. Je vous laisse vous présenter d'abord. Et donc, juste voilà pour donc, de l'URSSAF, hein, bien sûr. Je pense que vous êtes tous au courant. Et on va être là d'abord sur une petite présentation rapide des mesures actuelles et de laisser libre aux échanges par la suite. Écoutez, je vous laisse vous présenter dans un premier temps. Très bien. Merci, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Vincent Badia, donc je suis sous-directeur de la relation cotisant et du secteur production pour l'URSSAF, Languedoc-Roussillon. Et je suis également directeur départemental de l'Aude. Voilà. Et puis, Nelly Molin, c'est avec moi, mais je vais la laisser se présenter. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Nelly Molin, donc, je suis responsable de la relation multimédia pour la région Languedoc-Roussillon et donc je suis en charge de la plateforme téléphonique du régime général et des accueils de la région sur la ligne régime général et travailleurs indépendants. Voilà. Merci. Alors Vincent, si vous avez une présentation, oui, vous pouvez la partager. Ce que je vous propose effectivement, c'est dans un premier temps, de vous expliquer rapidement nous comment aussi au niveau de l'URSSAF Languedoc-Roussillon on s'organise par rapport à cet événement-là qui effectivement touche bien sûr tous les organismes et toutes les entreprises malheureusement, mais effectivement on va vous donner quelques éléments sur notre accessibilité aussi. Et puis après, ce que je vous propose, c'est par principale catégorie, employeurs, travailleurs indépendants, voilà, de vous expliquer un petit peu les mesures qui ont été prises là, sur les dernières échéances et ce qui est prévu sur les prochaines échéances notamment. Si ça vous convient, voilà, on peut partir comme ça. Très bien. Donc, voilà, donc nous au niveau URSSAF Languedoc-Roussillon, on est organisé, on a 5 sites, on a un site sur le site de Carcassonne, un site sur le département des Pyrénées-Orientales, un site... on a 2 sites sur l'Hérault, le siège qui est à Montpellier et un site sur Béziers. On a un site également sur Nîmes. Depuis le lundi 16 mars, au regard du contexte et des mesures de confinement, on a fermé l'ensemble de nos sites. Mais ça ne veut pas dire, bien sûr, que notre activité est arrêtée. On était déjà organisé, on avait la chance d'être organisé en télétravail, puisque notre organisme, on a plus de 50 salariés et sur le nombre de et sur la proportion en télétravail représentait déjà plus de 100 salariés. Donc, on avait déjà, j'allais dire, nous, l'habitude et l'organisation de pouvoir travailler en télétravail. Et puis, au regard de la fermeture des sites, bien sûr, on est monté en charge sur le télétravail en équipant mais voilà, les agents et en faisant en sorte aussi qu'ils puissent, par exemple, se connecter avec leur ordinateur personnel. Et une semaine après, j'allais dire, la fermeture des sites, on est quasiment à plus de 400 personnes qui sont connectées et qui sont en mesure de gérer de l'activité. Voilà en résumé. Et c'est vrai que voilà, ce qui est important aussi, c'est en termes d'accessibilité. Mais là, je vais laisser Nelly le présenter. Mais on a une plateforme téléphonique, on a aussi des accueils. Donc, on a maintenu, alors on l'a adapté, mais on a maintenu quand même cette accessibilité. Donc, peut-être Nelly, tu peux expliquer sur la plateforme téléphonique et nos accueils, comment on fonctionne là depuis une semaine. Oui, tout à fait. Alors, depuis une semaine, donc, on a la majorité de nos agents de plateforme téléphonique qui sont connectés en télétravail depuis leur domicile. Donc, l'accessibilité, c'est de 9h à 17h depuis le 3957.
Donc, c'est vrai qu'au démarrage, voilà, on a connu quelques difficultés, hein. On avait déjà des agents qui répondaient en télétravail, mais il a fallu, ce que dit M. Badia, hein, monter en compétence très rapidement et rajouter des gestionnaires en télétravail. Donc, sur la première semaine, on a un taux de décroché d'environ 60% sur le 39-57. Et à partir, on va dire, d'hier, où on a tous nos agents connectés, on est à un taux de réponse, à un taux de décroché de 90%. Voilà, sur l'ensemble de nos campagnes. Ensuite, par rapport à nos sites Internet, donc on est totalement accessible et on répond quasi sur les demandes d'information à J0, J+1. Voilà, donc pour être dans la performance et pouvoir orienter très rapidement nos cotisants. Et concernant nos accueils, donc nos accueils sont finalement ouverts, donc toutes nos plages horaires sont ouvertes et accessibles, 9h, 17h aussi, et nos agents d'accueil donc conduisent des entretiens par téléphone. Voilà. Donc on a une accessibilité totale 39-57 et sur l'ensemble de nos accueils de la région. Voilà. Et puis, pour compléter, il y a aussi le 3957, c'est notre plateforme qui gère les appels liés aux employeurs, mais également aux professions libérales. Et on a également une plateforme 3698 dédiée aux cotisants, aux travailleurs indépendants, artisans, commerçants, qui aussi fonctionne. Et les résultats, en termes aussi de taux de décroché, sont nettement améliorés là depuis une semaine. Voilà. Donc, c'est important pour nous de rappeler effectivement là, les grands principes de notre fonctionnement en termes d'accessibilité au regard du contexte. Alors après, ce que je vous propose, c'est de parler des mesures effectivement qui ont été prises. Il y a eu plusieurs principes, plusieurs mesures importantes qui ont été prises. C'est pour tout, c'est déjà pour les échéances du mois de mars. C'est des reports d'échéance pour les entreprises et les travailleurs indépendants. Je le détaillerai tout à l'heure, mais c'est des mesures qui ont été prises immédiatement. Et bien sûr, la suspension des actions de recouvrement amiable et forcé en direction de l'ensemble de nos publics. Donc, c'est effectivement tout ce processus de recouvrement a bien entendu sur ces échéances-là été stoppé. On peut également parler des aménagements au niveau de notre politique de contrôle. Comme vous le savez, on a des inspecteurs qui interviennent pour contrôler auprès des entreprises le bon respect des déclarations sociales, etc. Donc, ça, en principe, voilà, les inspecteurs avertissent de leur passage et puis interviennent chez le cotisant ou font un contrôle sur pièce également en fonction de l'importance de la structure en termes d'effectifs. Et donc, ils procèdent à un contrôle qui peut donner lieu à des redressements. Aujourd'hui, ce processus de contrôle, il est suspendu. Les contrôles en cours sont gelés et les cotisants qui étaient en cours de contrôle sont informés par le corps de contrôle. Et il n'y a aujourd'hui, jusqu'à nouvel ordre, plus d'envoi de lettres d'observation adressées par le secteur contrôle. Voilà. Donc ça, c'est important aussi à indiquer au regard du contexte. Ce qui est important aussi d'indiquer, c'est qu'au niveau du paiement, alors bien sûr, on incite au paiement depuis plusieurs années, au paiement dématérialisé. J'attire juste l'attention que il y a toujours effectivement des cotisants qui adressent des chèques. Moi, j'attire l'attention sur le fait que les chèques qui sont reçus, qui sont envoyés aujourd'hui, en fait, vu qu'on ne peut plus accéder au site, voilà, il faut noter que voilà, ils sont depuis le 16 mars, ces chèques ne peuvent plus être encaissés. Donc, voilà, le taux de dématérialisation des paiements est très élevé, on est quasiment à 90%, voire plus, mais il y a encore voilà, des structures qui peuvent nous envoyer des chèques. Et bon, voilà, je profite de l'intervention pour rappeler que voilà, tout paiement par chèque aujourd'hui, voilà, ce n'est pas recommandé au regard des fermetures des sites. Concernant les employeurs, donc les employeurs, comme je le disais, le principe a été un report de l'échéance jusqu'à 3 mois et jusqu'au 15 juin 2020. Donc l'échéance qui était prévue le 15 mars peut effectivement être reportée jusqu'au 15 juin, report de 3 mois, sans pénalité.
Voilà, c'est important aussi de le rappeler, pas de pénalité sur ces reports-là. L'exigibilité d'ailleurs du 15 mars avait été reportée le 19 mars pour l'ensemble des employeurs. Ce report-là a été possible pour soit en totalité du montant des cotisations salariales et patronales, soit partiellement. C'était l'entreprise qui avait ce choix-là, au moment effectivement avec cette possibilité de moduler le paiement. On a permis aux entreprises de moduler le paiement. Ça a été permis, ce report-là, jusqu'au 19 mars. Et si bien sûr l'employeur n'a pas souhaité de report et a préféré payer une partie de l'ensemble de ses cotisations ou a préféré régler les cotisations salariales, il a pu aussi échelonner le règlement des cotisations patronales qu'on habituellement on fait. Donc il y avait effectivement un éventail de solutions qui étaient proposées, mais ce qu'il faut noter, c'est effectivement ce report-là. Concrètement, ce report-là, il a été assez efficace et utilisé, c'est-à-dire que au 19 mars, au niveau national, vous aviez quand même 360 000 cotisants au niveau national qui avaient pu modifier leur paiement à l'échéance du 15 mars. Ce n'est pas neutre en termes de montant, c'est 60 millions d'euros au niveau de l'URSSAF Languedoc-Roussillon qui ont fait l'objet de reports par rapport au montant habituel. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée. En gros, on a réceptionné 146 millions d'euros sur cette échéance, au lieu des 214 000 euros attendus habituellement. Donc, c'est quasiment un tiers des recettes qui ont, ça observé au niveau national, c'est observé aussi dans notre région. C'est un tiers des recettes en moins habituellement qu'on reçoit habituellement sur cette échéance-là. Donc, ce report qu'on a permis pour faciliter effectivement être en phase avec le contexte actuel a été quand même significatif. On a observé techniquement quelques petits incidents. Alors d'une part, il y a pu avoir des mauvaises utilisations de la part d'employeurs pour faire cette manipulation. Ça a pu générer un double paiement, mais c'est très à la marge dans notre région. C'est une quarantaine de comptes qui ont été observés. Cette atypie a été observée sur une quarantaine de comptes et il y a un mailing a été adressé. Et puis après, vous avez le système, lui, qui a pas pris en compte cette modification. Ça a pu arriver, mais ça a été à la marge aussi, puisque nous, c'est un peu plus de 230 comptes qui ont été concernés. Voilà, on est quand même sur une région où on a 80 000 comptes employeurs. Donc voilà, ces difficultés, ces incidents techniques ou dus à une mauvaise manipulation sont restés limités. Voilà. Et en gros, ce que je voulais quand même rappeler, c'est que ça a été quand même significatif, un tiers des recettes en moins attendues, donc ça a permis quand même d'amener un petit bol d'air effectivement aux structures qui le souhaitaient. Alors c'est vrai qu'on navigue un petit peu à vue, et donc après, qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines échéances? Donc on a l'échéance du 5 avril qui arrive là pour les structures de plus de 50 salariés, où on a cette échéance au 5, et puis après il y aura l'échéance du 15. Aujourd'hui, nous, les mesures qu'on a, les informations qu'on est en mesure de communiquer, sachant que l'actualité, tous les jours, on a bien sûr de nouvelles consignes, mais ce qu'on peut dire, c'est sur l'échéance du 5 avril qui concerne les structures de plus de 50 salariés. Donc, il y aura le principe de report est à nouveau rendu possible. La déclaration obligatoire, la DSN, ce qu'il faut effectivement rappeler, c'est que même s'il y a un report qui est possible des cotisations, il faut quand même effectivement faire les éléments déclaratifs et la DSN doit être réalisée. Donc, les employeurs effectivement doivent effectivement réaliser leur DSN avant le dimanche 5 avril, 23h59. Mais il y a la possibilité qui est encore permise, comme pour l'échéance du 15 mars, de reporter l'échéance jusqu'à 3 mois, soit jusqu'au 5 juillet 2020 sans aucune pénalité. Donc on rouvre cette possibilité-là pour l'échéance du 5 avril. Et ce report, bien sûr, est possible pour toute ou partie des cotisations salariales et patronales. Alors, on insiste quand même sur le fait que les entreprises sont invitées à faire preuve, j'allais dire, de responsabilité. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des entreprises qui sont vraiment en difficulté par rapport au contexte qui sont invitées à faire ces reports-là. Les entreprises, je l'espère, qui fonctionnent et qui ont toujours effectivement
des disponibilités, bon, sont invités plutôt à ne pas utiliser cette option-là. C'est vraiment réservé aux entreprises qui sont en difficulté. Effectivement, pourquoi? Parce que il faut bien financer notre système de sécurité sociale. Alors oui, on est dans une période compliquée, mais voilà, on insiste sur le fait que voilà, plutôt réservé, dispositif réservé aux entreprises qui sont en difficulté au regard du contexte. Voilà. Et puis pareil aussi pour cette échéance, les entreprises qui ne souhaitent pas faire de report, elles ont la possibilité bien sûr de régler les cotisations. Pour partie, elles peuvent régler les cotisations salariales, par exemple, elles peuvent aussi échelonner le règlement des cotisations patronales comme habituellement. Voilà. Donc ça ne change pas. Donc en résumé, pour l'échéance du 5 avril, on reconduit le dispositif prévu qui a été mis en place au 15 mars et qui a été quand même assez efficace. On le reconduit avec aussi cette invitation à effectivement le réserver pour les entreprises en difficulté. Alors comment ça se passe techniquement, hein, ça rentrait trop dans le détail, mais il y a deux cas possibles. Hein. Il y a l'employeur qui règle ses cotisations hors DSN. Hein. Alors, ça rentrait à la technique, mais la DSN, le vecteur, c'est le logiciel de paye qui permet effectivement de réaliser cette DSN-là. Il peut, effectivement, l'employeur règle ses cotisations hors DSN, c'est possible. Certains peuvent faire le choix de les régler via le logiciel de paye et la DSN. Donc, il peut, dans ce cas-là, il peut adapter son virement bancaire, hein, ou bien ne pas effectuer de virement. Et puis, l'autre solution, c'est l'employeur qui règle ses cotisations via la DSN. Il doit la transmettre effectivement au plus tard, au 5 avril à 23h59. Et il peut moduler son paiement CEPA au sein de cette DSN. Ça, c'est des solutions qui sont offertes. On a une question de Julien concernant les autres échéances du mois d'avril. Alors, comme je le disais, c'est vrai que là, on est en mesure, on navigue un peu à vue, hein, donc on est en mesure là de donner ces informations sur les échéances du 5 avril. Pour le 15 avril, on n'a pas encore de consignes précises. Je pense que ça dépendra de l'évolution aussi des mesures gouvernementales en termes de confinement. Vu ce qu'on entend, il est possible que le dispositif soit reconduit pour le 15 avril. Là, je n'ai pas d'éléments et puis on vous donnera, il y aura des communiqués de presse, il y a des informations. Je vous invite à consulter d'ailleurs le site ursaf.fr hein, où effectivement ces informations sont reprises. Il y a vous trouverez même une page dédiée au coronavirus avec des forums aux questions et puis même un chatbot qui a été mis en place sur l'accompagnement et au regard du contexte. Mais pour l'échéance du 15, aujourd'hui, pas d'informations à vous communiquer. Et on a une autre question aussi. N'hésitez pas à prendre la parole directement si vous le souhaitez aussi. Est-ce que ça s'applique aussi au salaire des présidents de SAS ou c'est uniquement pour les salariés? Alors là, les mesures sont prises en là, ce que j'évoque actuellement, c'est pour les salariés. Alors, on a des questions pour les SAS. C'est vrai que on attend des précisions. Mais sur les informations que je donne concernent les salariés. D'accord. Si je peux me permettre, Vincent, ce sont des questions qui arrivent régulièrement sur les présidents de SAS. Donc, ces questions ont été remontées au niveau de notre caisse nationale. Donc, on est en attente d'éléments de réponse là-dessus. Voilà. D'accord. Et pour les TNS aussi? Oui, on a aussi ce genre de questions aujourd'hui. Voilà. Ce sont des éléments de réponse qu'on n'a pas aujourd'hui pour compléter ce que dit M. Badia, c'est que on a des informations au fur et à mesure que les échéances arrivent. Donc donc là on a l'information pour le 5 avril, certainement hein, au vu peut-être d'une prolongation du confinement, on aura des orientations aussi pour le 15 avril. Voilà. Mais pour tout ce qui est président de SAS aujourd'hui, ce sont des questions qui sont remontées au niveau national et certainement qu'elles seront intégrées dans un deuxième temps dans le chatbot dès lors qu'on aura des éléments de réponse. D'accord. Merci. Voilà. Et puis pour la partie TNS, travailleurs indépendants, on reviendra, là je vais revenir sur les mesures qui ont été prises aussi. Hein. D'accord, ok.
peut-être après, effectivement, pour finir avec la partie employeur, rappeler les modalités de contact. Donc là, Nelly, je pense que tu peux rappeler effectivement notre accessibilité, que ce soit sur l'espace en ligne, notamment. Alors, sur l'espace en ligne, donc il y a deux possibilités. Hein, ce qu'on disait éventuellement de moduler votre paiement dès lors que vous êtes en télépaiement, hein, de faire toute ou partie de votre télépaiement. Et ensuite, donc, si vous souhaitez, par exemple, payer, on va dire, les charges salariales, mais ne pas payer les patronales et faire éventuellement en report, donc vous avez la possibilité de le demander depuis votre espace en ligne à partir de nouveaux messages. Une formalité déclarative, déclarer une situation exceptionnelle. Voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez demander le report ou éventuellement demander un échéancier. Je vous prends un exemple. Si vous avez déjà un échéancier en cours éventuellement, il y a possibilité de renégocier l'intégralité en prenant votre ancien échéancier et celui que vous pouvez demander aujourd'hui. Donc voilà. Donc il faut absolument que vous passiez par ce chemin-là parce qu'il y a des cellules dédiées chez nous qui justement vont étudier votre situation et vont vous proposer un échéancier assez rapidement. Donc voilà, donc c'est un nouveau message, une formalité déclarative, déclarer une situation exceptionnelle. Alors, il y a une personne, Anne de Bailly, qui demande si vous pouvez redonner le chemin. Alors, depuis votre espace en ligne, donc c'est nouveau message, une formalité déclarative, et ensuite, vous avez déclaré une situation exceptionnelle. Merci. Et je rappelle que pour les reports, effectivement, il y a la préconisation, c'est de les faire au moment de réaliser la DSN. Hein. Donc, c'est le cotisant, j'allais dire, qui a la main pour faire son report et décider finalement du montant qu'il souhaite payer ou pas payer. Voilà. Ok. Et après, Nelly, peut-être la plateforme téléphonique. Mais... Oui, voilà. Alors, après, vous pouvez nous contacter. On peut forcément vous accompagner sur la modulation de votre paiement si vous rencontrez des difficultés, forcément. Hein, voilà, parce que il y a énormément de monde sur le réseau. Donc, des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, on vous redemande. Alors, essayez de vous y prendre assez tôt pour faire votre télépaiement parce que si vous arrivez vraiment au dernier moment, il y a énormément de monde et donc ça sature et ça peut forcément bugger. Donc voilà, point de vigilance là-dessus. Donc on vous accompagne là-dessus et on vous accompagne aussi forcément si voilà, vous perdez le chemin, le lien pour vous dire faites votre télédéclaration, votre télépaiement et ensuite on va vous accompagner pour que vous puissiez éventuellement demander votre report sur toute ou une partie de votre échéance. Voilà, après on vous répond assez rapidement, justement, pour vous donner tous ces canaux, de façon à ce que vous puissiez faire toutes vos formalités en temps et en heure sans difficulté. Est-ce que peut-être on peut demander sur les personnes présentes s'il y en a qui ont des retours d'expérience là, qui ont dû avoir en contact l'URSSAF ou faire ces demandes de report d'échéance, etc. Si les personnes peuvent s'exprimer, c'est le bon moment. Ouais, je peux intervenir si vous voulez. Oui. Donc moi, c'est mon assistante qui a fait les démarches avec mon cabinet comptable. Bon, pour l'instant, aux dernières échéances là, du mois de mars, on a pu faire la démarche de report sans aucun problème. Bon, on a même été un peu plus loin, c'est qu'il y avait un prélèvement qui était enclenché. À 2 jours près, on a fait opposition avec la banque, mais on s'est rapproché de l'URSSAF, bien évidemment. Hein. On l'a pas fait de façon violente. Et pour l'instant, honnêtement, ça s'est très bien passé. On a pu le faire sans aucun problème. À titre, parce que j'ai une entreprise où j'ai des salariés, et puis moi je suis TNS, tout à l'heure j'ai posé la question. Pour les deux, on a pu le faire sans souci oui. Pour l'instant. Oui. Non mais d'accord, merci pour ce témoignage, parce qu'effectivement c'est intéressant d'avoir ce retour. Effectivement, vous parliez des banques et des contestations. Effectivement, voilà, on invitait aussi les cotisans qui avaient des difficultés pour faire ces modulations-là. Hein. Des fois, ça ne fonctionnait pas forcément très bien effectivement, de se rapprocher de la banque pour faire une contestation et éviter que le prélèvement soit réalisé. Oui, parce qu'il allait partir à la veille, là, en plus. Bon, donc, je témoigne que on n'a pas eu de souci. On n'a pas eu de contestation de la part de l'URSSAF, bien évidemment. Mais voilà, je le dis. Bien sûr.
Oui, tout à fait. Et puis nous, on a invité bien sûr le cotisant à prendre la tâche dans ces cas-là Oui. de leur organisme bancaire, hein, bien sûr. Tout à fait. Très bien. Donc ensuite, je pense qu'on peut parler des travailleurs indépendants, hein, parce que c'est une catégorie aussi de cotisants qui était tout à fait bien sûr concernés par les événements. Et là aussi, des mesures ont été prises assez rapidement. Et notamment, pour mémoire, il y a eu à l'échéance du 20 mars. Donc cette échéance du 20 mars, alors voilà, on a des systèmes différents, mais la décision qui a été prise et qui a été mise en œuvre, c'est que cette échéance du 20 mars n'a pas été prélevée. Et bien sûr, en complément de... Alors, elle n'a pas été prélevée dans l'attente de mesures à venir, mais l'idée, c'est effectivement que cette échéance soit ensuite lissée sur les échéances ultérieures, hein, avril à décembre, hein, c'était la cible. Voilà. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y a pas eu de prélèvement sur cette échéance-là. En complément, bien sûr, les travailleurs indépendants ont été invités et sont toujours invités à solliciter l'URSSAF pour l'octroi de délais de paiement, hein, y compris par anticipation. Hein, et ça ne donnera pas lieu à des majorations ni des pénalités. Ils peuvent aussi contacter l'URSSAF pour un ajustement de leur échéancier de cotisation pour tenir compte d'ores et déjà de la baisse de revenus et en restimant leurs revenus sans attendre la déclaration annuelle. Ça, c'est possible aussi. Et après, effectivement, on en parlera tout à l'heure, mais il y a le dispositif d'action sociale, hein, pour la prise en charge partielle ou totale de leur cotisation ou pour l'attribution d'une aide financière exceptionnelle. Ça, j'en parlerai tout à l'heure à la fin parce que c'est des choses qui sont en train... Il y a un dispositif fonds de solidarité qui se met en place et qui n'est pas tout à fait encore complètement arrêté. Mais c'est vrai que les travailleurs indépendants, ce qu'il faut retenir, pas de prélèvement à l'échéance du 20 mars, possibilité d'octroi de délai, possibilité d'un ajustement aussi au niveau de leur échéancier. Voilà, donc ça, c'est les mesures qui ont été prises pour l'échéance du 20 mars. Et ensuite, ce qui est prévu, c'est l'échéance du 5 avril. Et ce qui a été décidé pour l'échéance du 5 avril, c'est la même chose. Elle ne sera pas prélevée et elle devrait être reportée sur les prochaines échéances, a priori les échéances de mai à décembre. Même aussi dispositif complémentaire, hein, possibilité d'octroi de délai, possibilité d'ajuster l'échéancier, hein, pour estimer les revenus sans attendre la déclaration annuelle, et également intervention au niveau de l'action sociale. Voilà, ça je le préciserai tout à l'heure. Peut-être, Nelly, si tu peux rappeler les modalités de contact pour les travailleurs indépendants. Et peut-être préciser par rapport aux appels que vous pouvez avoir là sur la plateforme au niveau des TI, peut-être donner quelques précisions. Alors, oui, donc bon, voilà, on a énormément d'appels hein, sur les travailleurs indépendants aussi, hein, qui sont forcément en difficulté. Alors, la première chose à faire, c'est peut-être que regarder finalement quelle est la baisse finalement du chiffre d'affaires qui peut être observée sur ces périodes-là. Et de faire dans un premier temps, c'est tout de suite une modulation de vos revenus. Ça, c'est la première des choses où on va pouvoir tout de suite réajuster votre échéancier jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, donc ça, c'est la première chose qu'on demande, c'est d'observer votre baisse là sur la baisse d'activité sur les 2 mois, hein, grosso modo, et de faire tout de suite une modulation. Il vaut mieux que vous fassiez tout de suite une modulation à la baisse, et donc il y a des cellules aussi qui sont mises en place là-dessus, qui justement prennent vos demandes immédiatement et vont réajuster votre échéancier et ensuite demander donc forcément l'échéancier sur les mois à venir, donc jusqu'en décembre. Mais voilà, les deux peuvent être concomitants, hein, donc vous pouvez faire les choses en même temps, mais c'est important de faire votre modulation parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer à vous faire des appels de cotisation sans tenir compte de votre baisse d'activité. Voilà, donc modulation et le report. Ensuite, il faut aller sur le site pour tout ce qui est artisan, commerçant, profession libérale sur le site des Sécu indépendants. Vous allez sur mon compte, délai ou revenu estimé, et à ce moment-là, vous pouvez faire votre demande. Voilà, vous faites directement votre demande en ligne. Et là aussi, cellules derrière qui vont pouvoir prendre en compte toutes vos demandes.
Et vous avez aussi la possibilité de contacter le 36 98. D'accord. Alors, j'ai vu qu'en effet, que vous avez un chatbot qui il a été installé exprès pour le coronavirus, c'est ça? Oui. Oui, c'est D'accord, ça. ok. Ce chatbot, il est enrichi au fur et à mesure des questions qui sont posées, des remontées qu'on peut faire, nous, sur les plateaux téléphoniques au niveau de l'agence nationale. Hein. On fait remonter certaines de nos questions et donc ensuite, il y a des personnes qui vont répondre et qui vont alimenter le chatbot. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aller regarder quotidiennement parce que chaque jour, il y a de nouvelles réponses qui sont apportées. Voilà, par exemple, là, les questions sur les présidents de SAS, voilà, c'est en cours et ensuite le chatbot va être alimenté. D'accord. Merci. Et donc après, Nelly, tu l'as peut-être dit, artisan commerçant, tu as rappelé le contact, et puis les professions libérales, par contre, c'est sur le 3957. Sur le site ursaf.fr, hein, comme je vous disais tout à l'heure, hein, donc nouveau message, une formalité déclarative et déclarer une situation exceptionnelle. Et c'est la même chose aussi pour tout ce qui est les praticiens auxiliaires médicaux. Ok. Voilà, et puis après, autre catégorie, j'allais dire, de cotisants, hein, concernant les auto-entrepreneurs. Donc les auto-entrepreneurs, c'est un dispositif a été mis en place spécifique aux auto-entrepreneurs. Il consiste à ce que l'échéance finalement de février exigible au 31 mars, elle peut être enregistrée ou modifiée à zéro pour éviter un prélèvement de cotisation en mars. Les AE qui ont déclaré leur échéance de février sur le site auto-entrepreneur ursaf.fr ou sur l'application mobile peuvent modifier leur déclaration ou la saisir à zéro. Les AE qui n'ont pas encore déclaré leur échéance de février sur le site auto-entrepreneur ursaf.fr ou l'appli mobile peuvent enregistrer une déclaration à zéro. Bon, l'idée, c'est effectivement de permettre à ceux qui ne souhaitent pas, hein, c'est de permettre de ne pas effectivement avoir de prélèvement au 31 mars. Bien sûr, ceux qui le souhaitent, hein, et qui ont réalisé un chiffre d'affaires sur le mois de février et qui souhaitent payer l'échéance de février, fin mars, peuvent le faire selon les modalités habituelles, hein, télépaiement ou paiement par carte bancaire. Voilà. Donc, là aussi, des mesures particulières ont été prises pour les auto-entrepreneurs qui sont aussi concernés par le dispositif d'action sociale. Peut-être, Nelly, rappeler les modalités de contact dédiées aux AE? Oui, alors par courriel, ils doivent passer donc sur le site de l'auto-entrepreneur via la messagerie. Donc pareil, c'est nouveau message. Mon entreprise et je rencontre des difficultés de paiement. Et donc là aussi, ils peuvent éventuellement demander un échéancier de la cotisation ou alors nous appeler au 36 98 pour qu'on prenne en compte, prenne en charge leur demande. Voilà. Pour que ça aille un peu plus vite, il est préférable de passer quand même par courriel parce que par téléphone, voilà, hein, c'est pareil, on prend en charge vos demandes. Autant on va vous accompagner sur le site, mais on va vous demander plutôt de faire cette démarche en ligne de façon à ce que toutes les demandes soient exploitées par la même cellule. D'accord. Très bien. Et ensuite, pour finir, sur l'ensemble du dispositif, hein, par rapport aux éléments qu'on connaît ou à venir, hein, il y a effectivement, pour les travailleurs indépendants, ce dispositif, ce fonds de solidarité, dont les contours ne sont pas encore tout à fait validé au niveau national. C'est une question certainement de jours, là, hein. Il y aura des communications dans ce sens-là. L'idée, c'est quand même qu'il y ait une aide aux TPE impactées par le coronavirus. Donc, c'est effectivement la cible des très petites entreprises indépendantes, hein, avec l'exclusion de celles qui appartiennent à un groupe etc. Voilà, c'est un groupe, voilà, excusez-moi, c'est exclusion de celles qui appartiennent à un groupe, mais ça cible les très petites entreprises
Les sociétés, les entreprises individuelles, les auto-entrepreneurs sont concernés peuvent être concernés par ce dispositif-là. Ces TPE doivent remplir 3 conditions. Moins de 10 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros. Avoir fait l'objet d'une fermeture par décision administrative ou appartenant à un secteur particulièrement touché. Donc, ces critères-là sont en cours de finalisation. Et ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 70% entre mars 2019 et mars 2020. Voilà, donc on s'oriente vers une aide de 1 500 € qui sera attribuée donc, selon des critères qui seront à définir. Ce dispositif-là pourra être reconduit aussi après le 31 mars. Il serait, ce dispositif-là sera, l'opérateur sera la DGFiP, les impôts en fait. Hein. Donc il est prévu sur le site des impôts, il est prévu à terme une fonctionnalité qui permette de recueillir, une fois que les critères auront été définitivement arrêtés et communiqués, qui permettront de façon très simple aux personnes concernées de remplir un dossier pour bénéficier de ce fonds de solidarité. Donc, voilà, là, c'est les éléments de cadrage finalement que je peux vous donner. Encore une fois, voilà, il faut attendre encore quelques jours pour pouvoir faire les demandes dans le cadre de ce fonds de solidarité. Les questions aussi pour l'instant qu'on n'a pas de façon précise, c'est est-ce que ce fonds de solidarité est cumulable avec l'action sociale au niveau des travailleurs indépendants, parce que pour les travailleurs indépendants, il y a une action sociale qui est possible, on l'a rappelé tout à l'heure, qui peut donner lieu à des subventions de secours notamment et d'autres possibilités. Donc voilà, les règles de cumul, est-ce que les deux dispositifs sont cumulables, tout ça, on le saura dans les prochains jours. C'est pour ça que voilà, pour l'instant, il convient, il est recommandé d'attendre vraiment la communication sur les dispositifs du Fonds de solidarité pour pouvoir générer les demandes. Sachant que, par exemple, on a reçu, nous, quasiment 1000 demandes en Languedoc-Roussillon déjà au titre de l'événement coronavirus, mais qu'on ne peut pas encore complètement exploiter parce qu'on attend les contours de ce fonds de solidarité. Pour info, il faut savoir que sur le site de Digital 113, on a un drive accessible à tout le monde, un centre documentaire. On ajoutera les documents, en tout cas selon les mises à jour de l'URSSAF. On rajoutera les infos qui tomberont petit à petit, en tout cas. N'hésitez pas à aller voir ça. Voilà. Donc, c'est vrai que là, effectivement, on peut vous donner des éléments de cadrage. Voilà. Et moi, je vous invite à attendre ça avant d'adresser un dossier, parce que peut-être, Nelly, tu peux rappeler juste les modalités pour déposer un dossier au niveau de l'action sociale depuis le site SSI. Oui, voilà, il y a des formulaires qui sont à télécharger sur le site du Sécu indépendant. Donc là, pareil, il y a une possibilité de compléter ce document. Alors, soit de le renvoyer directement à l'URSSAF, soit alors vous repassez sur le site Sécu indépendant, donc sur mon compte aussi. Et donc là, vous pouvez, alors le chemin est donné sur le document de Sécu indépendant pour pouvoir le renvoyer. Ce qui est important, c'est que si ces documents sont complétés, il faut que le dossier qui soit renvoyé soit complet. Voilà, ça c'est important parce qu'aujourd'hui on a des gens qui nous renvoient une partie, tout n'est pas forcément complété, donc ça veut dire que le dossier va être renvoyé et donc dans l'exploitation ce sera beaucoup plus long. Donc voilà, donc il est important de bien compléter ce document. Il y a deux possibilités, on va dire, d'aide de l'action sociale. Soit il y a un montant forfaitaire qui peut être attribué, soit il y a une prise en charge qui peut être faite par les cotisations, une prise en charge des cotisations. Voilà, donc ça sera déterminé. Aujourd'hui, on n'a pas forcément
Est-ce qu'on va pouvoir donner un montant forfaitaire à l'ensemble des cotisants qui seront éligibles finalement à l'action sociale, ou est-ce qu'on va faire une prise en charge de cotisation? Voilà, c'est difficile aujourd'hui de vous le dire, hein, parce qu'on a énormément de dossiers, ce que disait M. Badia. Mais voilà, il y a ces deux possibilités aujourd'hui. Soit vous demandez la prise en charge des cotisations, soit éventuellement on peut vous donner un montant forfaitaire. Et donc c'est justement de savoir si aujourd'hui ce montant forfaitaire qui peut être attribué par l'action sociale serait cumulable avec le fonds de solidarité. Voilà. C'est pour ça qu'effectivement, voilà, vraiment nous on vous encourage d'attendre encore quelques jours, d'avoir vraiment les contours de ce fonds de solidarité et des cumuls possibles avec les autres dispositifs d'action sociale avant de déposer un dossier, parce que pour le coup, les dossiers qu'on reçoit aujourd'hui au titre de l'action sociale, en lien avec l'événement actuel, voilà, ils sont pas traités pour l'instant tant qu'on n'a pas le contour précis. Voilà. Donc, si vous voulez gagner un peu de temps, attendez un petit peu. Puis, voilà, je pense que dès qu'on aura des informations, on vous tiendra informé. Et puis, les différents sites, impôts.gouv notamment, par rapport à ce dispositif, comme c'est eux qui seront les opérateurs, communiqueront rapidement dessus. D'accord, merci. Je ne sais pas si des gens ont des questions ou des retours d'expérience. N'hésitez pas, il nous reste encore un peu de temps. Moi, j'ai une question un peu, ou une réflexion un peu générale. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Vous avez bien précisé que ces mesures-là étaient réservées aux entreprises qui étaient en difficulté aujourd'hui, ce qui se comprend bien. Maintenant, la question qu'on se pose nous aussi, c'est on n'est pas forcément en difficulté aujourd'hui, au sens où 2 semaines de crise, on tient le coup encore, il n'y a pas de problème, on peut sans doute encore tenir quelques semaines. Ou est-ce qu'il faut déjà anticiper les choses par rapport à une reprise qui sera longue et je dirais que c'est une question qu'on se pose vis-à-vis de tous les dispositifs que l'État met en place aujourd'hui. Est-ce qu'on les active dès maintenant? Ou est-ce qu'on attend le dernier moment? Enfin, je ne sais pas, peut-être faire un tour de table sur ce que vous ressentez sur cette question de la reprise, comment vous la voyez. Voilà, merci. C'est une question qui est posée à l'URSSAF ou à tout le monde, en fait? Alors, c'est une question qui est posée à l'URSSAF parce que vous avez beaucoup parlé, et à juste titre, que tous ces dispositifs s'adressaient aux entreprises qui étaient en difficulté aujourd'hui, qui subissaient déjà des pertes de chiffre d'affaires. Dans notre cas, par exemple, on a beaucoup de gros clients qui nous disent on ne sait pas ce qui va se passer dans les 6 mois à venir, donc faites attention. Mais aujourd'hui, le chiffre d'affaires n'a pas encore vraiment baissé, on n'est qu'à 2 semaines, entre guillemets. Donc c'est une question qui s'adresse à l'URSSAF par rapport à ce que vous disiez. Et puis c'est une question que je voudrais élargir d'une manière générale, peut-être avec un tour de table. Comment les entrepreneurs autour de cette table ressentent les choses? Est-ce qu'ils sont déjà en train d'activer des choses de manière préventive ou pas? Je pense aux mesures de chômage partiel, je pense aux mesures d'emprunt avec des garanties BPI et des choses comme ça pour avoir un peu de trésorerie, pour être certain que tout ça se passe correctement. Alors, au niveau de l'URSSAF, bon, comment répondre à cette question? C'est vrai que quand on dit effectivement que le dispositif est réservé aux entreprises en difficulté, oui, c'est ceux qui sont en difficulté aujourd'hui, maintenant, avec une chute de chiffre d'affaires importante. Voilà, bon. Après, la visibilité, malheureusement, sur le futur, à 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ça, c'est vrai que tout le monde se pose des questions par rapport à ça. Voilà, nous, la demande, effectivement, la préconisation, c'était les entreprises aujourd'hui, concrètement, qui sont impactées sur la baisse de leur activité. C'était dans ce sens-là. Après, effectivement, je comprends une entreprise qui voit ses commandes pour le mois prochain complètement se dégrader, voilà, soit dans une logique d'anticipation et puis s'intégrer ça au moment de faire son report. Voilà. Maintenant, voilà, moi, la réponse que j'ai à donner, c'est vrai que c'était par rapport effectivement à la situation actuelle maintenant, sachant qu'on parle de report en plus de cotisation, on ne parle pas d'annulation. Donc, j'allais dire, bon, l'entreprise qui a la possibilité, qui a du chiffre d'affaires et de payer les cotisations, c'est peut-être des choses à moins qu'elle aura payé aussi plus tard, puisqu'on parle de report. Oui, parce que pour rejoindre M. Badia, c'est qu'on ne parle pas d'annulation, on parle vraiment de report. Donc, si vous utilisez ce levier de report, attention parce que votre fin d'année, et ce sera certainement au moment de la reprise économique où vous risquez d'être en difficulté.
Donc voilà, donc attention si vous faites énormément de reports et si on ne sait pas nous, mais si d'autres échéances devaient être reportées éventuellement, voilà, ça veut dire que tout va se cumuler. Ça risque peut-être pour vous à être en fin d'année, à être peut-être compliqué. Donc voilà, donc si vous avez la possibilité, si vous avez de la trésorerie, peut-être payer que partiellement éventuellement, mais vos cotisations pour justement éviter d'avoir en fin d'année voilà, énormément à devoir payer. Nous, en tout cas, c'est le discours en tout cas qu'on tient et qu'on met en garde les cotisants sur le fait que faire du report, oui, c'est bien, mais attention, voilà, ça c'est chaque situation d'entreprise aussi. Hein. Si vous avez la trésorerie, mais éventuellement peut-être payer qu'une partie ou la totalité si vous le pouvez, parce que point de vigilance pour la fin d'année. Pour répondre à ta question, Luc, c'est une vraie question parce que moi, en tout cas, personnellement, je trouve qu'on n'a pas de visibilité claire sur la reprise. Ça oscille entre 3 semaines et 3 mois, ce qui est quand même pas la même chose. Je pense que quand on aura cette clarification, ce sera plus clair. Je pense que moi, je suis pour ma part dans une situation un peu différente puisqu'on est dans une phase de développement commercial et de croissance de jeune entreprise. Et là, c'est une vraie gestion de trésorerie parce qu'effectivement, les rentrées prévues vont clairement pas arriver tel que c'était le cas. Donc, on entend bien la question du report, ça c'est sûr. Maintenant, c'est vraiment une gestion de la trésorerie qu'il faut faire. Comme l'a dit la personne de l'URSSAF, je pense de toute façon, il n'y a pas d'annulation. C'est vraiment une gestion de trésorerie. Donc, pour ma part, moi, je suis en train d'activer effectivement toutes les aides de report, d'échéance de crédit, de prêt, tout ce que je peux décaler, j'essaie de le décaler. Mais voilà. Après, sur la question du chômage partiel, je pense que malheureusement, on n'y aura pas droit, quoi. Enfin, même si j'ai le sentiment qu'on ne va pas rentrer dans la case de vous pouvez faire du télétravail. Et donc, vous pouvez le faire. Donc, surtout pour nous qui sommes sur des approches éditeurs, les ESN, je dirais peut-être un peu différent, mais sur des approches éditeurs, même si tu as une baisse d'activité, on va considérer que tu peux faire ta R&D et ainsi de suite. Donc là, moi, je suis beaucoup plus débitatif sur la capacité de profiter de ce truc-là. Pardon. Alors, sur le chômage partiel, nous, on a 3 commerciaux, notamment à l'international. Ça fait 3 semaines, 4 semaines qu'ils ne peuvent absolument plus bouger. Ça fait 1 semaine qu'ils passent des coups de fil dans le vide. Donc là, ils rentrent en chômage partiel, chez nous, c'est évident. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout quoi leur faire toute la journée. Donc, sur le commerce, je suis d'accord. Je te rejoins. Sur le commerce, je suis d'accord. Je parlais plutôt des équipes techniques. Mais sur le commerce… Maintenant, les équipes techniques, on est à fond sur la R&D, effectivement. Combien de temps on va tenir, je ne sais pas. Mais… Voilà. De notre côté, Safran et Airbus nous ont clairement dit qu'ils arrêtaient tout jusqu'à nouvel ordre. Et c'est nos 2 plus gros clients, évidemment. Voilà. J'ai même reçu une lettre de Safran pour information qui disait que, étant donné le cas de force majeure, les commandes déjà passées étaient considérées comme annulées. Ça c'est pas très bon. Ça sent pas très bon, non. Après, si elles sont remises en route dans 1 mois ou 2, tout va bien. Hein. C'est vrai qu'on n'a vraiment aucune visibilité là-dessus. Et là, moi, j'ai mon sentiment, alors peut-être je ne suis pas très optimiste, mais je pense que là, on est en train de gérer une crise sanitaire et puis ensuite, on va regarder ce qui se passe au niveau de la crise financière qui est sous-jacente. Et je pense que le redressement sera sans doute plus long de 3 mois. Hein. Sur Safran, c'est sur des activités de développement logiciel, c'est pas sur du matériel? Ou il y a du matériel aussi? Alors nous, on a sur des activités de développement de logiciel, et d'une part, et d'autre part sur des activités de suivi d'essais. Donc ça se comprend un peu plus parce que les essais sont annulés. Hein. Évidemment, les gens ne vont plus sur les sites, donc tout ce qui est essais moteurs, essais avions sont annulés. Mais c'est surtout que la lettre était très générale, envoyée à tous les sous-traitants, en disant que toutes les commandes étaient considérées comme annulées jusqu'à nouvel ordre. Voilà, toutes les commandes d'études et de prestations. Je te pose la question parce que clairement, ça va à l'encontre de ce qu'a demandé Macron, ce qui a été redit par M. Badia d'ailleurs. C'est-à-dire que Safran fait quand même partie des grands acteurs économiques français. Si effectivement, en gros, on considère que tout ce qui a été acté est remis en cause, voilà. Oui, ça m'a surpris aussi. Enfin, voilà.
Donc, c'est des éléments qu'on peut peut-être consolider et puis voir après si effectivement ça se réplique à plus large échelle. Faut savoir aussi, pour information avec l'URSSAF, donc à l'époque sur French of Digital, il y avait un partenariat avec des permanences qui se situait au BIC de Montpellier. Faut savoir qu'on est en train de rediscuter pour le remettre en place. Je pense que vu la situation, à mon avis, le reste de l'année, ça va être quelque chose de très important. Parce qu'on sait très bien qu'en plus, les entreprises numériques ont des spécificités et dans l'innovation et pour le BIC aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va essayer de remettre en place et éventuellement, j'espère, aussi à Toulouse. En tout cas, on en discutera. Voilà. Oui, et puis c'est vrai qu'on avait une réunion là, qui était prévue lundi pour recalibrer un petit peu notre partenariat. Et bon, elle a été, vu les contextes, reportée, mais voilà, je pense qu'au mois d'avril, on pourra l'initier pour voir effectivement comment voilà, quel accompagnement on peut faire. Hein. Pour mémoire, il y a un peu plus d'un an, on intervenait tous les mois sur le BIC pour faire des rendez-vous individuels avec vos adhérents qui étaient intéressés. Donc voilà, il faut qu'on voit effectivement comment on voit avec Digital 113 là, ce partenariat. On intervient aussi, Nelly peut le préciser, dans le cas des formations au niveau des porteurs de projets. Il y a eu plusieurs modules là qui ont été organisés par le BIC. Oui, tout à fait, oui. Organisé par le BIC où on va participer voilà, sur des demi-journées, sur des modules. Voilà, donc nous, on est là en accompagnement et pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc oui, en effet, on remettra en place les rendez-vous individuels au BIC sans difficulté dès lors qu'on va pouvoir, qu'on sortira du confinement. À ce moment-là, on le remettra en place sur des demi-journées, une fois par mois ou tous les 15 jours si nécessaire au démarrage. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Très bien, super. Il est 9h24, je ne sais pas si des personnes ont encore des questions, on a quelques minutes. Moi, j'avais une question peut-être, Patrick, pour Simon. Quand il dit que le chômage partiel, il pense que ce ne sera pas pour les entreprises du digital. Il s'appuie sur quoi? Il a lancé sa demande et il a eu des réponses ou il a entendu Je m'appuie sur un faisceau de remarques qui vont dans ce sens par les experts comptables, par les gens qui n'ont pas les retours, par des astuces. Je pense qu'on a quelques adhérents qui sont dans la phase active de le déclencher. Et donc, on aura un retour plus précis là-dessus. Aujourd'hui, c'est un faisceau d'indices. Pour information, Simon, pour information, on a reçu hier, nous, de notre expert comptable, un email d'information qui faisait part des informations des directs régionales qui ont souhaité apporter des réponses justement là-dessus. Donc forcément, il y a tout ce qui est commerce alimentaire qui sont ouverts mais qui n'ont pas de clients qui rentrent dans ce cas-là. Pour le chômage partiel. Hein, donc il y a aussi des activités qui peuvent rester ouvertes mais dont les salariés ne viennent plus travailler par peur ou respect des consignes du ministère de l'Intérieur. Donc ça, c'est suffisamment, on va dire, justifiable pour bénéficier du chômage partiel. Il y a aussi les activités qui peuvent travailler mais qui n'ont plus de fourniture du fait de la fermeture des fournisseurs, bâtiments par exemple. Et enfin, les activités de service qui n'ont plus d'activité du fait de l'arrêt d'événements ou l'incapacité de rencontrer les personnes. Et applicable, l'annulation de commandes, l'annulation de clients est un motif de recours. Donc, a priori, ça s'éclaircit un peu déjà quand même au niveau de la directe.
concrètement, je pense qu'il y a, enfin, je sais pas, tu dois être un peu dans le même cas que moi. Moi, pour ma part, j'ai fait ma demande d'autorisation préalable, c'était jeudi dernier. Et en l'occurrence, on est mercredi matin et il est indiqué qu'il fallait 48 heures en théorie pour avoir l'autorisation, enfin, l'autorisation préalable validée, et c'est pas le cas. Bon, après, je pense qu'aussi, ils sont pas mal débordés au vu du nombre de demandes qu'ils ont actuellement à traiter. Et c'est ça qui contribue, je pense, à ce sentiment d'inquiétude, puisqu'on n'a pas d'autorisation pour l'instant. On approche de la fin du mois, donc on approche du moment où on va verser l'ensemble des salaires sans avoir pu déclarer le chômage partiel effectif sur. Pour ma part, moi, j'ai bien 40% de l'effectif qui est à l'arrêt total, quoi. Je vais verser les salaires sur la base de quoi? De mes 84%, mais si je n'ai pas eu l'autorisation préalable, ben, je ne sais pas. Donc, c'est toute cette inquiétude, je pense, qui est montante, doublée de ce que tu as pu dire, Simon, des sentiments qu'on a de droite et de gauche, des échanges qu'on peut avoir ensemble avec les comptables qui justement disent oui, il a été annoncé que le chômage partiel va être pris à 100%, mais ça tarde à sortir. Donc, est-ce que finalement, il va être pris à 100%? Est-ce qu'il va être validé pour toutes les entreprises? Enfin, bon, voilà, il y a tout un sentiment d'inquiétude qui continue à monter. Tant qu'on n'aura pas une réponse claire des directs sur le sujet avec une validation, on restera tous inquiets pour l'avenir et déjà directement le mois d'avril. Hein. Surtout, Julien, là, je prends la parole pour compléter un peu tout ce qui s'est dit. Est-ce que vous avez eu des retours, vous, sur le cas particulier des salariés qui sont forfait heure, forfait jour? Parce que très concrètement, qu'on soit éditeur ou SN ou intégrateur, etc., normalement, a priori, on a une catégorie de population qui n'est pas censée être prise en charge par les mesures d'activité partielle, sauf que dans le journal officiel d'hier, ils ont indiqué qu'ils allaient élargir ces mesures, mais sans les préciser. Est-ce que vous, par ailleurs, vous avez des retours, ou est-ce que vous avez déjà des gens qui sont avec des salariés en forfait heure ou en forfait jour qui auraient été retoqués par une directe? Moi, j'ai pas de réponse. Nous, on en est exactement au même point que toi. J'ai eu la même information que toi hier. Nous, tous nos salariés sont en forfait jour, donc on se posait la même question. Et on n'a pas la réponse pour l'instant. Bon, donc partageons notre stress tous ensemble. Hein. C'est ça. Peut-être pour le café, je préconise une tisane, ça va mieux nous aller, hein, parce que... On prévoit de refaire un café visio sur le thème du chômage partiel. Hein. On va faire revenir la directe et peut-être quelqu'un des unités territoriales qui est un peu plus au fait du droit du travail, comme nous le disait Alice. Donc probablement la semaine prochaine, il y a encore des éléments qui vont tomber, je pense, de précision. Donc ça peut être bien de prévoir la semaine prochaine une réunion dessus. Moi, j'espère qu'on en saura plus à l'issue du Conseil des ministres de ce matin, mais peut-être mon espoir n'est pas fondé. Ouais, ce qui peut être intéressant aussi, Amélie, c'est éventuellement de refaire une passe, alors peut-être avec la BPI ou quelqu'un d'une grande banque régionale, etc., pour voir un petit peu quel est le dispositif spécifique qu'ils ont prévu pour mettre en place les prêts garantis par l'État, les prêts à tout, les prêts rebonds, comment ça se met en place, parce que si c'est le même dispositif que la BPI en temps normal, autant vous dire que ça me fait un peu peur. Et ça peut être intéressant aussi de voir qui a des retours positifs sur ce genre de financement, parce que très concrètement, le financement de trésorerie pour la relance, à mon point de vue, c'est là qu'il faut aller le chercher. Tu as entendu les annonces de ce matin sur des prêts pour payer les salaires? Non. Donc il y a des nouvelles annonces là-dessus. Hein. J'ai entendu ce matin à la radio des prêts pour pouvoir, enfin des prêts de trésorerie en fait pour pouvoir aider les entreprises à payer des salaires et qui ne seraient remboursables qu'au bout d'un an. Oui, mais c'est ça. En fait, il y a tout un dispositif pour l'instant qui, pour moi, est que de l'effet d'annonce. Parce que très concrètement, j'ai vu personne autour de moi, ne serait-ce qu'avoir un interlocuteur capable de les mettre en place. Oui, les banques ne savent pas, elles nous l'ont dit, mais c'est prévu. Ta demande, elle est bien accueillie et effectivement, c'est un point qu'on a prévu, mais les banques ne sont pas encore prêtes à en parler parce que, comme tu le dis toi-même, elles ne savent pas exactement encore comment tout ça va se dérouler. Donc, on va renouveler le chômage partiel et on va effectivement renouveler la partie mesures financières en essayant de voir à nouveau la BPI et d'autres acteurs.
Et c'est vrai que Adèle Pérez le rappelle dans le chat, c'est vrai que ce vendredi à 10h, il y a la BPI au niveau national qui organise un webinaire. D'ailleurs, je vous conseille, si vous avez reçu le mail d'inscription, inscrivez-vous tout de suite parce qu'ils ferment très très vite, ils sont limités en nombre. Ah, d'accord. Merci pour l'info. Après, Julien, juste... Oui. C'est Vincent, juste c'est pour répondre à Julien qui disait qu'est-ce qui est mis en place du côté de BPI pour la mise en place de tous ces prêts à tout rebond et tout. Delphine, ce qu'elle nous avait dit, c'est que en fait, tous les collaborateurs sont mis à l'œuvre pour analyser tous ces dossiers qui vont arriver. Donc, que ce soit chargé d'affaires court terme, financement, innovation, tout le monde est ciblé sur ça. Après, évidemment, comme tu le dis aussi, on n'a pas du tout d'idée des délais qui vont être mis en place, quoi. Non, puis surtout, ce serait intéressant d'avoir les premiers retours, parce que là, des dossiers, peut-être pas dans les gens qui sont connectés aujourd'hui, il y en a forcément soit qui en ont fait, soit qui vont en faire, etc. Et concrètement, de toute façon, on n'a pas 36 leviers, hein. On a soit effectivement des mesures d'urgence que nous indiquait M. Badia, c'est-à-dire on reporte le problème à 3 mois en espérant que ça se passe mieux, soit on appelle nos actionnaires et on leur dit les gars, il faut repasser au pot et on repart comme si on repartait à zéro. Mais là, à mon avis, on est tous pareils, hein. Tout ce qui était mobilisable est déjà mobilisé. Et après, on a le soutien des banques et des reports et des soutiens des prêts de trésorerie qui sont normalement, je vous rappelle, des choses qui ne sont pas du tout finançables par un établissement bancaire, hein. Généralement, quand vous allez leur voir en disant j'ai besoin de DFR, ils vous répondent très bien, allez voir vos actionnaires. Donc moi je suis très curieux de savoir comment tout ça va se mettre en place et donc je pense que ça peut être intéressant au moins de partager là-dessus. Et puis comme disait Luc, que je ne connais pas par ailleurs, mais au moins de partager sur nous-mêmes nos propres sujets de stress, c'est quand même plus sympa parce que moi avec mes enfants, ça les intéresse moyen, hein, je vous le dis. Voilà, au moins on est tous dans on a tous les mêmes problèmes, c'est déjà. Je sais pas si ça va nous apporter des solutions, mais au moins c'est un minimum rassurant. Et il y aura un côté psy là pour le coup. Alors, je suis très mauvais sur ce côté-là, je peux pas trop. Désolé. On a des cafés visio dédiés justement, surtout le vendredi, au bien-être de tout le monde sur le télétravail et sur la gestion de la vie privée, vie perso et travail en même temps. Voilà. Si vous avez besoin d'en parler, ça sera le bon moment. Est-ce qu'il y a d'une manière générale au niveau de Digital 113 un chat ou quelque chose comme ça, ou avec des salons sur lesquels on peut partager un peu en temps réel? Je pense à des technos de type Discord ou équivalent. C'est nous ce qu'on pratique beaucoup avec toute l'entreprise. Donc on a des salles de pause, des salles de café, des salons, des salles de réunion, des salles de thème. Et chacun y va quand il veut. Est-ce qu'il y a des choses de ce genre, vous imaginez? Alors, je sais que dans les factories, il y a du Slack de disponible. Amélie, je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il n'y a pas le Slack actuel, il n'est pas ouvert à tous les membres. Je crois pas, non. Il faut voir les conditions d'ouverture, mais effectivement, c'est une chose qu'on voulait faire. La question qu'on s'est toujours posée, c'est quels sont les usages de nos membres. On a 350 entreprises adhérentes. Est-ce que tout le monde va aller sur Slack ou pas? Mais on peut, je pense, tester, ouvrir un channel Slack dédié à ces échanges-là, et puis on verra bien si ça fonctionne ou pas, quoi. Tout à fait, ouais. Alors, il y avait juste on va prendre une dernière question puisqu'il est 9h35 et c'est juste que j'ai vu dans le chat passé Marlène Henry qui pose la question à M. Badia. Vous avez indiqué que les contrôles URSSAF étaient gelés. Est-ce que vous savez si c'est le cas pour les contrôles fiscaux? Ah, oui. Votre micro est coupé. Attendez. Parce que j'ai été déconnecté. Ah. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend. Vous avez entendu ma question du coup? Ah non. Alors, donc, pour les contrôles c'est pas. Est-ce que les contrôles fiscaux sont suspendus, c'est ça? Oui, tout à fait, la question. Alors écoutez, j'ai pas d'éléments précis à vous communiquer par rapport aux impôts. Je suis désolé, mais j'imagine qu'à mon avis, ça doit être le cas. Mais franchement, je vous le confirme pas. Par contre, je peux prendre la tâche, moi, de mes partenaires pour savoir ce qu'il en est, puis je vous ferai un retour.
Avec plaisir et de même, je pense, dès que vous aurez un peu, on va dire, avancé sur toutes les nouvelles mesures, etc. Bien sûr. Je pense que ça sera intéressant qu'on puisse nous les communiquer à l'ensemble des personnes présentes au Café Visio. Voire de vous inviter à nouveau. Hein. Tout à fait. Oui, Ouais. ben avec plaisir, avec plaisir. Et déjà, moi, je vous enverrai là le support hein, qui reprend effectivement les éléments que je vous ai indiqués. Comme ça, vous pourrez le partager ou le mettre dans votre base commune. Hein, il n'y a pas de souci. Mais et oui, en fonction des évolutions, on essaiera de se rendre disponible sans problème. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je crois qu'on va clôturer ce Café Visio. Il est 9h37. Merci beaucoup à Nelly Molin et Vincent Badia. J'espère qu'on pourra vous revoir en tout cas pour avoir en effet plus d'informations. Et en tout cas, bon courage à vous et voilà, sachez qu'on fera le maximum hein, pour vous accompagner. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir été présents comme tous les matins depuis une semaine. On va continuer avec demain, comme thème, ça sera Café Visio autour des outils collaboratifs pour partager des bonnes pratiques. Voilà, on en parlait il y a quelques instants avec Discord et Slack. Donc l'idée, c'était de prendre parce que ça vient assez souvent dans les cafés. Et là, on s'était dit, on prend le temps voilà, que chacun puisse aussi parler de ses bonnes pratiques ou poser des questions, voir un peu comment fonctionnent les autres, comment ils utilisent les outils. Est-ce qu'il y a d'autres outils qu'on n'a pas imaginés qui peuvent aider le travail à distance, le travail en collaboratif, faciliter la vie des entreprises. Donc, c'est le sujet de demain matin. Parfait. Eh bien, à demain, du coup. Merci à tous et bonne journée. Au revoir à tous. Merci, bonne journée Merci. à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.